Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Chroniques carolingiennes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont nous avons déjà vu les prémices dans l'épisode sur la nécromancie. Mais cette fois, nous irons encore plus loin en explorant les coins sombres de cette thématique. Dont on peut toujours voir les traces au niveau du folklore et de la légende, mais aussi, étonnamment, au niveau de la réalité historique. C'est ainsi que nous allons discuter de ces joyeux morts-vivants. D'emblée, on pourrait dire qu'il y a une autre dimension à la nécromancie qui est beaucoup plus glauque, qui viendrait de cette pratique qu'auraient eu certains sorciers de ressusciter les morts et de s'en servir comme esclaves pour effectuer leurs basses besognes. Il y aurait aussi cette volonté maléfique des morts à revenir hanter les vivants. Ces aspects se retrouvent essentiellement au niveau du mythe et de la légende. Mais avant d'en étudier les sources anciennes, on va passer en revue le seul exemple historique connu de ce contrôle des morts et qui nous vient des zombies de la culture vaudou. Il faut d'abord voir que dans l'ensemble des conceptions culturelles des sociétés humaines, les croyances sont ancrées dans cette crainte des morts, qui pourrait être liée à un deuil non résolu, une culpabilité envers le défunt ou simplement la peur de l'inconnu. À partir de cette vision culturelle, encadrée par l'aspect religieux, on en est venu à croire que les âmes victimes de malédictions pouvaient revenir d'entre les morts pour hanter les vivants. Et le tout s'est transmis jusqu'à nous par le biais du mythe et du folklore. C'est ainsi que chez les Haïtiens, le Bokor, qui est un sorcier, avait le pouvoir de créer par sa magie maléfique des zombies. Cependant, le retour du défunt, qu'il soit causé par une malédiction ou les maléfices du Bokor, ne pouvait se faire qu'avec l'accord du baron Samedi, qui est en quelque sorte l'esprit des morts, protecteur des cimetières et maître des âmes errantes. Il serait donc le seul à pouvoir autoriser le retour des défunts en zombies. Le Bokor devait invoquer le baron Samedi avec un vévé, qui est un dessin rituel représentant l'esprit en question que l'on devait graver au sol et qui agissait de la même manière que le cercle magique ou le sigle des démons de la Goétie, et selon les mêmes principes de conjuration. C'est donc à partir de ce symbole que les sorciers haïtiens pouvaient baptiser avec le baron Samedi pour créer des morts-vivants. Bien évidemment, on se réfère ici à des croyances véhiculées dans la culture haïtienne, mais certains spécialistes ont émis l'hypothèse que le mythe du zombie serait avant tout le reflet des horreurs de l'esclavagisme. Pourtant, il y aurait eu dans l'histoire des cas réels de zombification. Et en 1937, des rapports que des morts auraient été ramenés à la vie par des Bokors poussa l'anthropologue et folkloriste afro-américaine Zora Neale Hurston à se rendre en Haïti pour étudier la question. Cette dernière a rationalisé le phénomène en venant à la conclusion que les zombies n'étaient pas des morts ressuscités, mais plutôt des personnes bien vivantes, mises dans un état catatonique à l'aide de psychotropes, dont certains personnages, comme des sorciers, se servaient comme esclaves pour entre autres les faire travailler dans leurs plantations. Il y aurait eu par la suite de nombreux cas répertoriés, dont celui de Clervius Narcisse, qui, déclaré mort en 1962, revint voir sa sœur en 1980, en expliquant avoir été changé en zombie par un sorcier vaudou, duquel il avait fini par s'échapper. L'affaire fit grand bruit en Haïti et ailleurs, au point où des scientifiques s'y intéressèrent. On alla même jusqu'à faire appel à un anthropologue canadien, diplômé de Harvard, Wade Davis, qui, dans ses conclusions, ne put que se référer à la théorie déjà évoquée par Zora Neale Hurston, tout en approfondissant son explication. Par la suite, Davis écrivit un livre sur ce qu'on peut appeler le processus de zombification que les Bokors accomplissaient à l'aide de drogue, et Wes Craven l'adapta à l'écran en 1988 avec le film d'horreur L'Emprise des Ténèbres. Cependant, en 2022, un médecin légiste et archéologue français présenta une autre explication. Soit que les zombies étaient des criminels, meurtriers et violeurs récidivistes qu'un tribunal populaire contrôlé par des sociétés secrètes aurait condamnés à être zombifiés. Ces criminels étaient drogués à leur insu, puis après un enterrement factice, on les sortait de leur tombeau pour s'en servir comme esclaves, que la drogue privait de toute conscience. Alors voilà pour la réalité, et pour ce qui est du folklore, c'est tout aussi coloré. Notamment avec le baron Samedi. Et on peut dire que le mort-vivant hante l'imaginaire de la société occidentale depuis longtemps.
je l'ai déjà mentionné, la peur des morts qui reviennent dans notre monde pour nous tourmenter semble avoir été omniprésente dans l'ensemble des sociétés humaines, notamment dans l'Antiquité. D'abord, chez les Romains, il y avait les lémures, un mort qui revenait à la vie suite à un décès violent ou à l'absence de rites funéraires appropriés, et qui cherchait ainsi à se venger. Les légions romaines au combat craignaient grandement les lémures, et la peur qu'inspiraient ces créatures était telle que les Romains avaient une fête religieuse appelée les Lémuria, qui durait plusieurs jours, où le père de chaque famille devait accomplir des rites servant à repousser ces entités. La croyance aux lémures alla bien au-delà de l'époque romaine, et le roi James VI, dans son traité de démonologie paru en 1597, dont j'ai ici une copie, évoque entre autres leur néfaste influence. Les Grecs ont eu aussi leurs morts vivants, qu'ils appelaient vrikolakos. Ces derniers étaient des personnes décédées qui avaient été excommuniées, maudites ou dont la sépulture avait été profanée. Décrits comme des créatures au corps gonflé, ils seraient des mangeurs de chair humaine. Ils pourraient ainsi être les ancêtres des zombies de notre culture contemporaine. Et leur influence s'étendit dans les Balkans et même dans certains pays slaves. Le vrikolakos aurait eu l'habitude de se promener la nuit de maison en maison, en frappant aux portes, tout en appelant les habitants par leur nom. Quelqu'un leur répondait, il mourait habituellement dans les jours suivants, pour devenir à son tour un vrikolakos. D'autres légendes affirmaient aussi que ces créatures pouvaient aller jusqu'à étouffer ou écraser leurs victimes en allant s'asseoir sur elles. Heureusement, il y avait plusieurs façons de se débarrasser de ce type de mort-vivant. Soit par l'exorcisme, l'empalement, la décapitation, le démembrement et même la crémation. On avait donc l'embarras du choix. François Pouqueville, un diplomate et écrivain français, qui passa de longs séjours en Grèce et dans les Balkans au début du 19e siècle, confirma que les paysans croyaient encore aux maléfices du vrikolakos. Il y a aussi dans le folklore des pays arabes une créature similaire, soit la goule, dont les origines auraient été liées à un ancien démon mésopotamien du nom de Galu. La goule serait aussi associée au djinn, esprit malveillant de la culture arabe. Décrite comme un être métamorphe, la goule se serait employée à attirer les voyageurs égarés dans le désert pour les dévorer. Mais sa caractéristique la plus distinctive était qu'elle hantait les cimetières, où en tant que créature au goût des plus raffinés, elle se nourrissait de la chair des cadavres. La goule fut introduite dans le monde occidental au 18e siècle par la traduction des Contes des Mille et une nuits et dans le roman gothique Vathek de l'auteur William Beckford. Depuis, elle fut intégrée dans la culture contemporaine comme une catégorie de morts vivants, bien visible notamment dans l'œuvre de mon auteur préféré, Howard Philip Lovecraft. La description de ce type de créature nous amène ensuite en Asie avec ce que les Chinois appellent un jiangshi, qui dans leur folklore était un cadavre animé, résultat entre autres d'anomalies lors de l'enterrement, ou il pouvait aussi tout simplement être créé par les magiciens taoïstes. Les jiangshi étaient tout de même des créatures assez originales du fait qu'elles se mouvaient par bonds. Bien qu'elles avaient aussi la même mauvaise habitude que les autres morts vivants, soit de se nourrir de chair humaine. Le thème fut entre autres repris dans la littérature chinoise dès la fin du Moyen Âge, et par la suite fut très populaire dans la littérature fantastique et dans le cinéma chinois. Évidemment, on ne peut pas continuer ces explications sans parler des sociétés scandinaves anciennes, qui avaient eux aussi leurs morts vivants. Ces derniers s'appelaient drogr, qui en vieux norrois voulait dire fantôme, et qui en islandais se traduirait par ceux qui marchent après la mort. Les drogr résidaient au corps de leur tumulus funéraire et gardaient ainsi souvent un trésor. La manière la plus efficace de se débarrasser d'eux était de s'introduire dans leur tombe, de les brûler et de répandre leur cendre dans un cours d'eau. Le son est bizarre aussi. Peut-être parce qu'on est en contact avec le monde des esprits. Chérie! Allô? Très présente dans le folklore, les sagas scandinaves parlent abondamment de ces créatures, notamment dans l'Edda, un recueil de poésie rédigé au 13e siècle, qui est à la base de la mythologie nordique. Ainsi, dans ce qui s'intitule la saga de Hild,
deux rois qui se livrent bataille avec leur armée durant le jour voyaient leurs guerriers morts sur le champ de bataille être changés en drogue durant la nuit par une volva maléfique, ce qui amena ce conflit à perdurer jusqu'au Ragnarok, la fin du monde de la mythologie scandinave. Pour ma part, je dois vous confier que je me suis souvent battu contre ce genre de créatures, et sans vouloir me vanter, je suis un véritable exterminateur de drogue. Il a triché, esti! Comme on vient de le voir, les morts vivants ont fait partie du quotidien des civilisations anciennes, et ce depuis des temps immémoriaux. Pour ce qui est de notre époque contemporaine, ils ont su s'extirper du folklore, comme ils faisaient de leurs tombeaux, pour laisser leur empreinte sur notre culture populaire, notamment grâce au cinéma, où l'on s'est inspiré de ces visions folkloriques avec des zombies abrutis de la tradition vaudou et des mangeurs de chair humaine empruntés aux revenants de l'Antiquité. Et le film le plus marquant de ces zombies vedettes de cinéma nous vient du réalisateur George Romero. Son film La Nuit des Morts Vivants, sorti en 1968, allait initier un nouveau genre de cinéma d'horreur qui sera grandement exploité par la suite, nous donnant cette image de zombie qui est devenue une référence et que nous sommes habitués de voir. Karine. 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 Pour ma part, en plus des drogues, j'ai souvent été mis en contact étroit avec ce genre de créatures, notamment dans mes parties de Donjons et Dragons, où avec mon groupe de joueurs, bien armés de nos sets de dés, on a affronté toute une panoplie de ces joyeux morts vivants. Dans les dernières années, la popularité des zombies a continué à grandir, notamment avec la série Walking Dead, que je n'ai toutefois pas regardée. En fait, je déteste les séries contemporaines. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Bon, OK, mis à part Camelot. En tant qu'historien, j'ai évidemment une grande nostalgie pour le passé, ce qui s'applique aussi à l'histoire du cinéma. Le 7e art m'a fait découvrir un mort-vivant que j'affectionne particulièrement, notamment à cause de son ambivalence en tant que créature à la fois brutale et sensible, qui demeure en somme une expression quasi poétique de l'humanité. Et je parle là du monstre de Frankenstein. Bien que quelque peu différent des zombies du fait de sa conception, il reste que ce monstre hante notre imaginaire depuis près de 2 siècles. Frankenstein est une œuvre magistrale de la littérature gothique, publiée en 1818, écrit par l'autrice Mary Shelley. Le roman, qui demeure aussi horrifique que philosophique, connaîtra aussitôt le succès, et sera même adapté au théâtre en 1823 à Londres. Près d'un siècle plus tard, soit en 1910, les studios Edison ont produit la première adaptation cinématographique de Frankenstein. Mais ce fut en 1931 que les studios Universal ont présenté au public le film qui deviendra le modèle du genre, avec l'inimitable Boris Karloff dans le rôle du monstre. À mon avis, ce film emblématique sera encore plus marquant pour l'histoire du cinéma que celui de Romero. En fait, ses influences ont été bien au-delà du 7e art, et Frankenstein sera partout. Figurines, masques d'Halloween, et même en bande dessinée. En tant que passionné de ce personnage, j'ai acquéri le numéro 1 de cette série, et j'ai aussi trouvé une BD où il est devenu un méchant nazi. Incidemment, Frankenstein sera utilisé à toutes les sauces, notamment, encore une fois, au niveau du cinéma, mais pas toujours pour le mieux. Ce fut suite à son succès de 1931 que l'on fit de nombreuses adaptations, de plus ou moins bonne qualité. Jusqu'à ce que la Hammer,
compagnie cinématographique anglaise produisant surtout des films fantastiques, renouvelle le genre avec l'excellent Christopher Lee dans Le rôle du monstre et le tout aussi excellent Peter Cushing dans celui du Dr. Frankenstein. I'll give you life again. Cependant, le succès de cette nouvelle adaptation amena la production de nombreuses versions, encore une fois, pour le moins pitoyables. And now, maximum energy. Avec entre autres Frankenstein contre le monstre de l'espace. Et par la suite, on atteindra le paroxysme du pathétisme et du ridicule, avec des titres comme Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel, Les expériences érotiques de Frankenstein, et le summum, voire l'inoubliable, Frankengidoon. Il y a tout de même une mention honorable à donner au film Frankenstein Jr., une excellente parodie de Mel Brooks sortie en 1974, avec notamment comme vedette Gene Wilder, et le très photogénique Igor, avec aussi plusieurs scènes hilarantes. Son of a bitch bastard, I'll get you for this! What did you do to me? Dont celle inoubliable du musical que je dois absolument vous montrer. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes, or cutaway coat, perfect fits. Frankenstein est devenu immortel et a donc continué son existence de mort-vivant, à travers les années, par la production de films plutôt fades, et ce jusque dernièrement, où le monstre a été en quelque sorte réinventé de brillante façon par le cinéaste Guillermo del Toro, qui a créé un véritable joyau, trônant parmi toutes les merdes insipides qu'a l'habitude de produire Netflix. Del Toro a su illustrer toute l'horreur et l'émotion exprimée par le roman de cet extraordinaire auteur qu'est Mary Shelley, et ce tout en ajoutant sa touche d'esthétisme personnelle qui caractérise l'ensemble de son œuvre. Mon amour pour ce personnage m'a aussi amené à découvrir des lieux particuliers, notamment mon pub préféré, soit le Frankenstein d'Édimbourg, situé dans une ancienne église en face du Musée national de l'Écosse. C'est un lieu avec un décor de style steampunk assez exceptionnel, et j'y reviens toujours avec plaisir à chacun de mes voyages en Écosse. De plus, ils ont aussi une belle sélection de scotch, ce qui n'est pas à dédaigner. Alors, si jamais vous allez à Édimbourg, le Frankenstein Pub est un incontournable. Et vous aurez peut-être la chance de voir la résurrection du monstre. J'y serai la mi-septembre et je vous y donne rendez-vous tant que vous payez la première tournée. Pour ce qui est de l'ensemble de ces attachants morts-vivants, vous pouvez voir comment j'ai repris et illustré cette sombre thématique, notamment par le combat de Macladim contre une armée de créatures sorties du cimetière. Je vous conseille d'aller lire les tomes de la série, notamment avec la réédition du tome 1. Alors, en attendant, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de vos chroniques en vous souhaitant bonne journée et surtout bonne lecture.